Bonjour à tous. Quand on pense à l'évaluation du français à l'école, on imagine souvent des dictées, des examens écrits, des exposés oraux super stressants. Qui n'a pas déjà mal dormi à la veille d'une présentation orale? Donc, est-ce qu'on fait fausse route? Donc, aujourd'hui, on va parler justement de la recherche et de la didactique du français et on va surtout se pencher sur la didactique de l'oral et la place de l'oral dans l'enseignement. On reçoit aujourd'hui Christian Dumais, qui est professeur titulaire à l'UQTR, qui a été avant un enseignant sur le terrain, on en reparlera, et il a fait de la parole des élèves son flambeau. Donc, docteur en sciences de l'éducation, il consacre ses recherches à une dimension qui est souvent oubliée, mais je pense qu'il contribue à la valoriser, à la faire rayonner. On va se parler de didactique de l'oral aujourd'hui. Bienvenue à Avec ou sans accent. Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. Bonjour Christian, Bonjour Tania. ça va bien? Oui, très bien. Très content d'être ici. Première expérience de participation à une balado. En fait, j'en écoute beaucoup, mais c'était la première fois qu'on m'invite. Donc merci. Je suis enchantée et honorée d'être la première qui t'invite, donc bienvenue. Puis écoute, ça fait longtemps que je veux parler d'oral, on s'en est parlé souvent aussi, on se connaît depuis plusieurs années, on est un peu dans les mêmes... on s'intéresse toutes les deux à l'éducation, évidemment. Moi, je suis surtout en langue seconde, toi, tu es en langue première, mais l'oral, en fait, c'est commun à toutes les langues qu'on parle, hein. Donc, peu importe la langue qu'on a apprise, que ce soit une langue première, une langue seconde, ben l'oral, ça fait partie, en fait, des premières choses que les gens veulent développer. Et j'ai envie de commencer super simplement, que tu me dises, c'est quoi exactement l'oral en didactique du français? Est-ce que quand on se dit parler, c'est l'oral, c'est tout? Qu'est-ce que c'est? Excellente question. En fait, c'était un peu l'objet de ma thèse. J'ai passé 5 ans à essayer de comprendre c'était quoi l'oral. Donc, je te rassure, je vais te répondre simplement. Mais en fait, l'oral, c'est polysémique. Il y a plusieurs façons de le considérer, mais en didactique de l'oral, je pourrais le résumer en disant qu'en fait, quand on parle d'oral, c'est autant le fait d'écouter que de prendre la parole. Mhm. Et puis, ça convoque des objets de l'oral, donc des éléments qu'on peut enseigner, observer, travailler, autant du point de vue verbal, donc le contenu, paraverbal autour de la voix, le débit, etc., et encore le non-verbal, donc qui concerne les gestes, par exemple le regard, etc. Et quand on parle d'oral, bien, ça peut aussi aller dans plusieurs directions. Ça peut être autant quelque chose qui est figé, en fait, qu'on va enregistrer, ou encore quelque chose qui a lieu en direct. Ça peut être préparé, ça peut être spontané, ça peut être une lecture oralisée, ça peut être fait en privé, ça peut être fait en public, ça peut être d'un point de vue scolaire ou extrascolaire. Puis aujourd'hui, ben, on parle aussi à la machine, donc on Mhm. peut parler à un humain, on peut parler à la machine. Donc on voit que finalement, l'oral, c'est très large, ça inclut beaucoup de choses et ce n'est pas synonyme d'exposé oral. Donc quand on parle d'oral, on voit très largement. Et je dirais aussi que l'oral, mais c'est associé aux émotions. On l'oublie souvent, mais si je suis enragé ou si je suis vraiment de bonne humeur, ça va avoir un impact dans ma communication orale. Et aussi, mais l'oral, c'est indissociable de la culture. On le Mhm. sait. Dès qu'on commence à travailler l'oral avec les élèves, tout de suite, il va apparaître des éléments de culture parce que l'oral est indissociable de la culture. C'est lié. Pensons au regard, pensons au tour de parole. Bref, euh, l'oral, c'est un concept qui est très large, qui est intéressant à travailler. Et donc, on peut voir que ça va dans plusieurs. Ouais, comme tu nous as dit, ça paraît que tu as fait des années d'études à ce sujet-là. Tu as réussi à faire, c'est quoi là, présentez-nous votre thèse en 180 secondes. Tu as fait un peu le même Ben, exercice. ouais, c'est vrai. Donc, pourquoi, en fait, c'est drôle parce que, tu sais, on se parle d'oral, j'ai l'impression qu'on en entend de plus en plus parler. Historiquement, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi on a peut-être porté davantage d'importance à l'écrit
qu'à l'oral dans l'école francophone. Puis pourquoi, en fait, l'oral est encore quand même un peu le parent pauvre, entre guillemets, de la didactique du français? Pas, j'ai pas de réponse officielle ou formelle, mais j'ai des pistes de réponse. Mais je pense que comme en langue première, en français, les enfants, les élèves arrivent à l'école et qui savent déjà parler une langue, le français dans ce cas-ci, mais on a souvent tendance à penser, plus qu'ils parlent, mais on va s'intéresser à la lecture et à l'écriture, puis on a souvent tendance à oublier que l'oral, c'est une compétence qui se développe pendant toute la vie. Donc, c'est pas Mmh. parce qu'on parle une langue qu'on n'a plus besoin de la travailler puis s'en aller directement avec la lecture et l'écriture. Fait que je pense que parfois, on a l'impression que on veut pas mettre autant d'énergie sur l'oral parce qu'il y a d'autres apprentissages à faire. C'est une piste, du moins c'est ce qu'on a souvent entendu. Et une autre, je dirais peut-être le manque de formation. Parce que en langue première, ça peut paraître surprenant pour les enseignants, par exemple, de langue seconde, parce qu'en langue seconde, l'oral est très Mmh. présent, il y a une formation, etc. Mais en langue première, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a des cours à l'université dans la formation initiale en didactique de l'oral. Il y a même encore des universités où il y a très peu d'heures, des gens sont diplômés et c'est avec quelques heures seulement OK. qui sont consacrées à la didactique de l'oral. Ce qui fait que ben, si j'ai pas eu d'enseignement sur comment enseigner et évaluer l'oral, ça fait en sorte que dans ma pratique, j'ai moins tendance à vouloir accorder du temps parce que je vois peut-être pas la légitimité ou je ne sais pas comment le faire. Mmh. Donc, le manque de formation peut avoir un impact aussi sur le fait qu'on veut moins le travailler parce qu'on voit peut-être moins Puis l'importance quand tu dis que ça fait de le pas si longtemps, est-ce que tu as une année pour nous ou à peu près depuis quand on donne des cours de faire. didactique, de l'oral, à peu près? Je peux parler de l'université que je Oui, connais la mieux, celle où je bien travaille, sûr. à l'UQTR, l'Université de Québec à Trois-Rivières. Nous, on a des cours seulement depuis 2016, des cours spécifiquement sur la didactique de OK, ça fait l'oral. 10 ans Donc, seulement. oui, on est content parce qu'on en a dans tous nos programmes. Donc, tous nos étudiants qui sont diplômés depuis la cour de 2016 ont ces cours-là. Mais avant, il n'y avait pas spécifiquement de cours. Donc, ça veut dire que, et c'est pas le cas que de l'UQTR, c'est le cas de plusieurs universités au Québec. Donc, les enseignants étaient formés et sortaient, avaient un diplôme, sortaient de l'université, mais n'avaient pas nécessairement eu de cours. Donc, ça veut dire qu'actuellement, sur le terrain, plusieurs enseignants qui enseignent et dans leur formation initiale, il y en avait. Et toi, as-tu un cours de didactique de l'oral dans ta formation initiale? Moi, j'en ai eu, mais c'était un cours qui était plutôt restreint. Et aussi, il faut dire qu'il y a eu vraiment une explosion des recherches en didactique de l'oral au tournant des années 2010. Donc, moi, j'ai fini ma formation en 2006. On n'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui. En fait, en Europe, depuis les années 2000, on travaille beaucoup sur la didactique de l'oral langue première. Au Québec, c'est plus récent. Donc, c'est sûr aussi que les cours qui sont reculés d'il y a 20 ans avaient beaucoup moins de contenu qu'aujourd'hui où un cours de... Moi, je manque de temps, mon 45 heures de cours, j'en ai pas assez, Hein? qui n'aurait pas été le cas il y a C'est 20 ça, ans. parce qu'il y avait pas assez de données ou pas assez de recherches, qui Mhm. s'intéressaient, à l'oral. Puis justement, tu sais, quand on Ouais. est-ce qu'on enseigne vraiment l'oral à l'école? Ou est-ce que, justement, parce qu'il y a peut-être eu un manque de formation ou que les gens ont fait une formation avant, vont demander seulement aux élèves de parler sans nécessairement enseigner les contenus reliés à la didactique de l'oral? En fait, ça fait un certain temps qu'on n'a pas eu des recherches qui sont allées chercher spécifiquement auprès des enseignants. On a eu des recherches auprès de 1000, 1200, 1300 enseignants québécois au cours des années 2009, 2010, 2011. Puis ce qui ressortait, c'est qu'en fait, on donnait principalement des consignes aux Des élèves, mais on consignes, leur OK. montrait pas comment faire exactement. Là, tout récemment, je viens de mener une recherche avec une de mes étudiantes, Karine Desrochers, puis on est allé voir le point de vue des élèves, ce qui Mmh. avait rarement été fait. Et on leur a demandé, recevez-vous un enseignement de l'oral? C'est quoi cet enseignement-là? Et ce qui est ressorti pour plus de la moitié on a questionné près de 1200 Wow, élèves. OK. En fait, plus de la moitié, Une oui, grande recherche à on grand était content déploiement de, quand même, hein? Pour ceux ouais, qui font de la recherche, c'est compliqué quand même aller chercher 1200 oh oui. répondants. Et plus de la moitié des répondants nous ont dit qu'ils recevaient principalement des consignes. Donc, on voit que en 15 ans, ça n'a pas changé tant que ça. Mais on peut se regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et se dire qu'il y a quand même près de 50% des élèves qui nous disent recevoir un enseignement. Donc, je le vois quand même comme étant positif. Mais ce qu'on voit parfois sur le terrain, c'est souvent là où j'interviens parce que au lieu d'enseigner l'oral, on s'intéresse à vouloir diminuer le stress des élèves. Mmh. Et des fois, j'ai l'impression qu'on n'essaie pas de répondre aux besoins des élèves de la bonne façon. Parce que avant d'enseigner comment on peut prendre la parole, écouter de façon efficace, bien, on met en place des exercices de méditation, de yoga, de gestion du stress
Et souvent, je pose la question, mais avez-vous montré au départ comment faire pour prendre la parole? Parce que je fais souvent l'analogie avec apprendre à conduire une voiture. Si ça me fait peur d'apprendre à conduire une voiture, est-ce que je vais aller suivre une thérapie avec un psychologue ou je vais suivre des cours de Les cours conduite de conduite, pour en apprendre? général. Mais c'est un peu ça. Donc souvent, on a tendance à vouloir apprendre à gérer le stress avant même d'apprendre aux élèves comment faire. Parce qu'un élève qui sait comment prendre la parole, donc comment regarder les gens, comment ajuster le volume de sa voix, comment justifier, mais il y a un certain contrôle sur sa prise de parole. Ça le rassure, donc c'est là où le stress va diminuer. Donc avant de vouloir faire des cours de gestion du stress, il faut enseigner aux élèves comment faire. Ça, c'est souvent oublié, mais c'est la clé. Donc prendre le temps d'enseigner et donner des consignes, malheureusement, c'est pas suffisant. Les élèves ont besoin de s'exercer, Mhm. de voir des exemples, des contre-exemples, de se tromper, de recommencer. Il faut vraiment décortiquer les objets et faire en sorte que les élèves puissent prendre confiance et Puis est-ce apprendre. que tu pourrais nous donner un exemple de type de consigne que vous avez vu durant votre recherche? Est-ce que c'est des Oui, ben en consignes qui fait, sont très modélisées ou c'est des choses très, très simples? je vais parler dans mon entourage, il y a des parents qui me rapportent parfois les consignes qu'ils reçoivent de la part de l'enseignant. Puis là, ici, je suis pas en train de vouloir être négatif, puis Non, de vouloir dire que en fait, les enseignants, ils font ce qu'ils peuvent selon la formation exactement. qu'ils ont eue. Mais ce que je peux voir, c'est par exemple des consignes du genre tu dois présenter ton animal préféré pendant 5 minutes, n'utilise pas de mots en anglais, sois intéressant et aie un bon support visuel. Ça, je l'ai vu encore dernièrement. Et c'est souvent les parents, finalement, qui font le travail Uh-huh. à la maison. Ça s'appelle souvent un devoir de parent plus Devoir de que parents. travail d'enfant. Mais à ce moment-là, mais on se demande qu'est-ce qu'on évalue? Est-ce qu'on évalue finalement la chance ou pas que l'enfant ait un parent qui Qui a l'accompagne? eu du temps La pour chance ou faire un pas? beau diaporama. Oui, et celui, euh, les parents ne parlent pas français, et il est un peu pénalisé Mhm. si on n'a pas enseigné l'oral, s'il n'a pas la chance d'être exposé au français. Donc, à ce moment-là, donner des consignes, mais on ne montre pas à l'enfant comment faire. On évalue finalement son milieu, sa famille, la chance qu'il a eu d'être exposé, d'où l'importance d'enseigner l'oral parce que envoyer des consignes à la maison ou simplement dire quoi faire, quoi pas faire, ben, on évalue l'élève et non sa compétence à communiquer oralement. Quand j'enseigne l'oral, et je vais évaluer ce que je lui ai enseigné. Si je ne l'enseigne pas, Je peux pas évaluer. j'évalue son parcours, ce qu'il est. C'est là où c'est plus négatif. Mhm. Puis, tu sais, par exemple, c'est soit intéressant, c'est bien large comme consigne aussi. Hein. Comment est-on intéressant? Ouais, Tu sais, ou comment on peut montrer à l'enfant à ouais. l'être en justement, par exemple, changer sa, changer sa façon de s'exprimer, faire plus de gestes, regarder l'auditoire, Mhm. ça, ça s'enseigne. Hein. Donc, toutes des choses qui sortent Oui. en fait d'une consigne simple pour que l'enfant comprenne bien ce qu'il a à faire. Et j'ajouterais, moi-même, quand j'étais enseignant, tu l'as nommé au départ, je ne savais pas comment faire. Donc, j'étais le premier à donner ce genre de consignes-là. Puis, j'étais souvent pas satisfait des prises de parole parce que quand on dit parle-moi de ton animal préféré, est-ce que l'élève, il doit convaincre, expliquer, raconter, justifier? Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, si je ne l'ai pas enseigné, l'élève vivra pas une réussite. Moi, comme enseignant, je serai pas satisfait. Donc, on voit que c'est un cercle vicieux où finalement, s'il n'y a pas d'enseignement, on crée un malaise de part et d'autre parce qu'on n'a pas pris le temps d'expliciter et d'enseigner cette étape-là. Mhm. Oui, c'est très, très intéressant. Puis évidemment, on ne juge pas les enseignants qui font ça comme ça, mais c'est de façon constructive, en fait, de voir comment on peut Mhm, bonifier ces consignes, puis justement donner une modélisation adéquate pour que les tâches soient bien mhm. faites. Hein. Donc, plus c'est explicite, mieux meilleur sera le résultat. Puis justement, est-ce qu'on confond parfois un élève qui parle beaucoup avec un élève qui possède vraiment de réelles compétences à l'oral? Oui, on peut. En fait, des fois, les confondre parce que c'est pas parce qu'on parle beaucoup qu'on est un bon orateur. Je Mhm. peux parler beaucoup et ne pas écouter les autres, ne pas être en mesure d'enrichir l'interaction, la conversation. Donc, c'est pas parce que je parle beaucoup que je suis nécessairement un bon locuteur et compétent en communication orale. Et c'est pas parce que je ne parle pas beaucoup que je ne suis pas compétent non plus. Les élèves, des fois, ils nous disent, moi, je trouve pas ça intéressant, pertinent. Je prends l'exemple de toujours revenir sur ce qu'on a fait pendant la fin de semaine. Il y a moyen de faire différent. C'est pas inintéressant, mais quand ça fait 10, 12, 15 semaines qu'on fait ça, ben, on peut amener d'autres prises de parole où les enfants vont pouvoir, ou les élèves, parler d'autres choses. Puis, selon le milieu d'où on vient, quand on est dans un milieu où on n'est pas fortuné puis qu'on fait presque rien la fin de semaine,
ben, j'ai pas envie de raconter ce qu'on n'a pas fait aussi. Mmh. Versus quand je suis dans un milieu où j'ai plein d'opportunités. Donc, parfois, il y a des élèves qui parlent beaucoup et des fois, il y en a qui parlent pas beaucoup, mais c'est pas parce qu'ils sont pas intéressés, c'est parce que les sujets abordés ne sont peut-être pas près de leurs intérêts. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça. Puis des fois, si j'ai pas enseigné l'oral, ben, je peux me laisser prendre au fait que, ah, cet élève-là, il parle beaucoup. Mais est-ce qu'il utilise adéquatement le regard? Est-ce qu'il est capable de justifier? Est-ce qu'il est capable d'adapter son propos à la situation de communication? Si je l'ai pas enseigné, mais ça va être difficile pour moi de porter un jugement sur l'élève s'il est compétent ou pas. Mmh. Et des fois, on peut se laisser prendre au fait que oui, il parle beaucoup, mais est-il compétent à l'oral? C'est une autre, Il faut avoir c'est une autre enseigné. question. Ouais. Puis c'est drôle parce que tu parlais justement de la question de la fin de semaine, hein, tu sais, puis c'est souvent la question, Ouais. facile dans la causerie du lundi, hein. Mais, quand tu parles de varier, en fait, est-ce que tu aurais des pistes de questions, en fait, qu'on pourrait, mobiliser comme enseignant pour la modifier, cette question de causerie-là qui revient, très souvent? Ben, on l'a justement, on s'est posé la question dans les recherches qu'on a menées parce que les enseignants trouvent ça vraiment intéressant, ces moments Mmh. d'échange-là où on a accès aux élèves, mais ils trouvent ça répétitif, pas toujours ça pertinent. En fait, les recherches, il y a deux chercheuses québécoises de l'UQAC, Chicoutimi, qui se sont intéressées à la causerie en maternelle. Puis nous, on l'a transposé au primaire, au secondaire. Puis ils ont mis de l'avant deux façons d'amener les élèves à prendre la parole de façon à ce que ce soit optimal et qu'ils aient tous quelque chose à dire. La première, c'est de revenir sur une activité qu'on a vécue ensemble. Quand on parle d'activité vécue ensemble, ça peut être un court-métrage qu'on a fait, un artiste qui est venu nous voir, une activité quelconque qui peut être très courte, là. Ça peut être le retour sur le cours d'éducation physique. Ce qu'on veut, c'est avoir un référent commun pour pouvoir tous en parler et s'entraider les uns les autres. Parce que quand je parle de ma fin de semaine, mais je sais pas ce que les uns Mmh. et les autres ont vécu, Il y a c'est pas de difficile référent de pouvoir commun, aider, là. surtout comme voilà. Et quand les élèves n'ont pas le français comme langue première, parfois, c'est difficile de pouvoir les aider, plus ils sont petits, à pouvoir expliquer ce qu'ils ont vécu. Mais quand on revient sur une activité vécue ensemble, par exemple une période de jeu, on est capable d'en parler. Ça, c'est une des premières pistes. Le problème, c'est que ça arrive pas tous les jours Vraiment. qu'on vit des expériences comme ça. La deuxième, ça peut être de poser des questions farfelues, des questions de controverse, où il n'y a pas nécessairement de bonnes ou de mauvaises réponses. Ce qui amène les élèves à se questionner, à faire des hypothèses. Je donne souvent l'exemple d'une des questions qui a fait beaucoup parler les élèves. Est-ce qu'on a le droit de manger de la neige? Ah! Ouais, ça peut paraître une question un peu bizarre, mais c'est intéressant parce que les élèves se questionnent. Ben, certains vont nous dire oui parce que c'est pas écrit dans l'agenda. D'autres vont nous dire ben non, il y a peut-être un chien qui a uriné avant. D'autres vont dire ben non, moi je suis allé à la cabane à sucre puis il y avait de la tire sur la neige. Donc ça amène toutes sortes de discussions. D'autres questions du type, est-ce que mon meilleur ami doit toujours penser comme moi? Et là, c'est intéressant parce que selon l'âge des enfants, ils vont avoir des réponses différentes. Et là, on amène vraiment des interrogations, des prises de parole dans la classe où on a envie de trouver la réponse. Puis une autre piste, ça peut être l'actualité, surtout avec les plus vieux. Lire un texte rapidement le matin dans le journal et ensemble, on en discute. Et là, on a envie de prendre la parole. Donc, on voit que l'oral peut rapidement prendre une place intéressante, importante en classe. Et ça devient un prétexte pour mobiliser toutes sortes d'apprentissages et intervenir auprès des élèves. Puis ça donne, l'occasion aussi à l'enseignant de préparer un plan de questionnement, tu sais, puis de varier, en fait, ses Mhm. interrogations. Vraiment, super intéressant. Puis, tu sais, tu t'as parlé tantôt de la maternelle, de la causerie, tout ça. Toi, tu as adapté, là, pour le primaire, le secondaire avec tes collègues. Mais pourquoi justement le développement de l'oral est vraiment très important dès la petite enfance, là, préscolaire, primaire, mais qu'on devrait le faire jusqu'aux études supérieures? En fait, dès la maternelle, 4 ans, 5 ans, la petite enfance, l'activité maîtresse, celle qui permet aux enfants le plus de se développer, d'apprendre, c'est le jeu. Le jeu symbolique, là, ce qu'on appelle le jeu de faire semblant, quand on joue au restaurant, quand on joue des personnages avec des règles, des scénarios imaginaires, mais pour jouer, il faut utiliser l'oral. Mmh. Donc, ça devient l'oral la porte d'entrée pour que les enfants puissent mettre en pratique l'oral. Puis quand on joue, on utilise constamment ce qu'on appelle des actes de parole. Donc, des petits énoncés clés, des petites phrases clés qui permettent de communiquer, saluer, remercier, s'excuser, faire part de son insatisfaction. Et ce sont souvent les petites phrases qu'on apprend en premier quand on apprend une nouvelle langue. Donc, le jeu permet aux enfants, qu'ils aient ou non le français comme langue première, de pouvoir utiliser l'oral de façon réelle et efficace. Donc, à travers le jeu, ça devient un prétexte, un contexte plutôt, pour pouvoir amener les enfants à prendre la parole, à développer aussi un vocabulaire plus large, parce que quand je joue au restaurant, j'ai besoin d'apprendre à nommer les Mmh. ustensiles, les différents plats, etc.
Et il y a un avantage aussi au jeu, c'est que quand on joue, en fait, on joue un personnage et ce n'est pas nous qui jouons, c'est pas l'enfant, c'est le personnage. Donc l'enfant, il prend des risques qu'il ne prendrait pas autrement. L'échec n'existe pas à travers le jeu. Et on le voit souvent chez les plus petits, dans les activités plus dirigées dans une causerie, ils n'oseront pas prendre la parole, mais dès qu'ils arrivent dans le jeu, oups, on les entend parler parce que c'est le personnage, donc ils prennent des risques qu'ils ne prendraient pas autrement. D'où l'importance du jeu à l'éducation préscolaire, qui est un moteur du développement de la langue orale pour les Puis enfants. j'imagine que c'est la même chose, en fait. Tu sais, je me verrais très bien faire ce type de jeu de rôle au primaire ou même encore au secondaire ou avec des adultes, même Mhm. si j'enseigne en langue seconde. Mhm. Est-ce que ce sont des types d'activités que tu suggères aussi après le préscolaire? Tout à fait. On a mené une recherche au secondaire où on a travaillé justement des astuces, des obstacles de communication et on a passé par des jeux de rôle, par des mises en situation pour que les élèves puissent s'exercer. Et ils ont beaucoup apprécié. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de recherches en français langue première sur les jeux de rôle, alors Il y qu'en en a langue plein. seconde, il y en a plein. J'ai justement une étudiante, Erika Lebeau, qui est en train de faire sa thèse sur la question parce qu'on essaie de mieux comprendre comment en langue première on peut le mettre en place. Donc oui, on sait que dans les autres, en langue seconde, en formation professionnelle, ailleurs, ça a été mis en place. Et les élèves aiment ça Mhm. parce que justement, ils jouent un rôle, ils peuvent vraiment mettre en pratique et voir les conséquences des mots, des formulations qu'ils utilisent. Donc oui, c'est une autre façon très intéressante de rendre l'oral Oui, concret et se auprès des préparer élèves. en fait à vivre des tâches authentiques reliées à cet oral-là. Tu sais, par exemple, tu sais, Mhm, si je simule en fait une conversation avec un pharmacien, ben je me prépare à la vivre aussi mhm, dans ma langue seconde ou première, en fait. Donc, je pense que c'est des oui, exemples, en fait, qui nous démontrent qu'on devrait travailler plus ensemble, FLS, donc français langue seconde et français langue première. Je tout pense à qu'on a fait. beaucoup de choses à partager. C'est intéressant ce que tu dis parce que dans les entrevues de la recherche qu'on a menée avec les élèves secondaires, mais ce qui est ressorti, les élèves nous disent on aimerait ça apprendre à communiquer en dehors de l'école. Hein? Quand tu dis parler au pharmacien, parler à un médecin, mais ça, c'est ressorti. Puis on se rend compte qu'en français, dans le première, on ne travaille pas beaucoup. Puis c'est un besoin parce que les élèves nous disent mais comment je parle dans un milieu de travail? Comment je dis à un client qu'il n'y en a plus de ce produit-là sans le fâcher? Comment j'entre en contact avec des gens que je connais pas à la pause Ah dans oui. mon milieu de travail? Donc, on se rend compte finalement qu'on travaille beaucoup l'exposé oral, le débat, c'est tout à fait intéressant. Mais ce que les élèves nous disent, c'est qu'ils aimeraient ça aussi être fonctionnel en dehors de l'école. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment ressorti de la recherche qu'on mène. Fait que c'est intéressant. On devrait aussi apprendre des langues secondes parce que l'oral est vraiment mis de l'avant. Puis c'est le genre d'élément qu'on travaille en langue seconde, moins en langue première. Donc, tu as tout à fait Ouais, raison. On devrait se parler je suis davantage. d'accord. Je suis bien d'accord avec toi. Puis, justement, tu sais, en quoi l'oral, il joue un rôle central dans les apprentissages scolaires, même dans les autres matières? Est-ce qu'on peut faire des liens entre les gains qui vont être faits ou les apprentissages reliés à l'oral, si par exemple on est dans un cours d'univers social ou un cours de CCQ ou un cours de maths? Je dirais, à la base, c'est l'oral qui permet de dire qu'on comprend pas, d'interagir avec l'enseignant. Donc, meilleur je serai à l'oral dans ce genre d'interaction-là, meilleur je serai pour questionner mon enseignant, faire part de ma compréhension, de mon incompréhension, mais aussi, je pourrais mettre en mots ma compréhension, mon incompréhension, ce qui va me permettre d'avoir un soutien des pairs, mais aussi de l'enseignant. D'un autre niveau, si je développe ce qu'on appelle des conduites discursives, c'est ce que je disais tout à l'heure, expliquer, raconter, décrire, justifier, argumenter, mais ce sont des conduites discursives, des intentions de prise de parole qui sont nécessaires. Mhm. Dans le cadre d'une recherche que j'ai menée avec ma collègue Nancy Granger, on est allé travailler dans les cours de sciences et technologies secondaires et on a travaillé la justification et la reformulation auprès des élèves. Puis on s'est rendu compte que plus ils maîtrisaient ces conduites-là et cette façon de communiquer, en fait, plus ils étaient en mesure de redire dans leurs mots, de faire part de leur compréhension et meilleurs ils étaient par la suite. Donc, on s'est rendu compte que quand on prend les apprentissages de la classe de français et qu'on les amène dans les autres disciplines, mais ça aide les élèves. En mathématiques, on a une des compétences qui est justifier son raisonnement mathématique. Mais j'ai besoin d'apprendre à justifier pour Mhm. pouvoir le faire. Donc, on a tout intérêt à travailler l'oral pour qu'il soit au service des autres disciplines. Et finalement, on aide tous les élèves à mieux Qu'est-ce réussir. que tu recommanderais justement aux enseignants de commencer la tâche par une justification à l'oral avant de passer à l'écrit?
Fait que moi, je dis souvent, l'oral, c'est la porte d'entrée des apprentissages. Et c'est souvent ce que je recommande parce que quand, surtout avec nos élèves en difficulté, apprendre à justifier en lisant des textes, c'est beaucoup moins évident que Mhm. quand on écoute des gens qui justifient. Quand j'ai quelqu'un qui dit, j'ai pas aimé le film parce que j'ai pas aimé ça, versus j'ai pas aimé le film parce que les effets spéciaux étaient d'une trop grande ampleur, et là, je donne des exemples, j'ai pas du tout le même effet de justification. Donc, les élèves, ils l'entendent, et là, ils peuvent se questionner. Et la personne qui a fait une justification adéquate, mais elle peut expliquer, mettre en mots. Donc, l'élève n'est pas confronté au décodage, c'est de la difficulté à lire, etc. Et on l'entend concrètement. J'allais dire, on le voit, mais c'est plutôt qu'on l'entend. C'est plus facile souvent pour les élèves. Puis je pense souvent aux inférences. Les Ouais. inférences, c'est trouver Les des fameuses informations cachées dans un inférences, hein, texte. qui Oui, nous causent, qui causent en fait aux apprenants beaucoup de douleur. mais on se rend compte justement qu'on les fait souvent à l'écrit. L'élève, il doit trouver une inférence dans le texte qu'il lit. Il reçoit un commentaire de l'enseignant. Non, c'était pas ça l'inférence. Ou oui, bravo, c'est ça. Mais il n'a pas accès à tout le processus mental qui a été déployé pour trouver l'inférence. Fait que quand on le fait à l'oral, on peut demander à l'élève, mais pourquoi tu penses que le coupable, c'est lui? Mm. Donc, l'élève, il va vraiment nous dire, ben, je pense qu'il va donner tous les indices, tout le processus mental qu'il a fait, puis on se rend compte dans les recherches qu'on a menées que les autres élèves en bénéficient. Puis là, il y a un déclic. OK, c'est comme ça qu'on trouve l'information cachée. Si je le fais juste à l'écrit ou en lecture, j'ai pas accès à toute cette Puis dans information-là. le fond, ça Alors devient que une si je stratégie commence par le faire, métacognitive aussi, là, tu sais, d'écouter oui, les autres puis de pouvoir mhm, le répéter aussi, là. oui. Donc, si on passe par l'oral pour commencer, ben, on permet à tous les élèves d'avoir accès à tout le processus mental qu'on met en mots. Donc, je pense que c'est gagnant. Et on dit toujours qu'on manque de temps pour travailler l'oral. Souvent, il est en porte de sortie l'oral quand il nous reste du temps. Mais si on change ça en le mettant au départ, ben, on gagne du temps parce que l'apprentissage qu'on fait à l'oral, on n'a pas besoin de le refaire à l'écrit. On va s'occuper plutôt de faire un transfert vers Mhm. l'écrit. Puis on gagne du temps et peut-être aussi des résultats. Tu sais, lorsqu'on s'assure que l'élève a Oui, compris à l'oral ou capable de le faire à l'oral, on peut penser en fait qu'il va justement pouvoir faire des ponts vers la tâche écrite ou de lecture. Puis finalement, ben, on a fait un gain pour tout le monde en ajoutant de l'oral. Puis est-ce que tout à fait. c'est difficile justement à évaluer l'oral? C'est juste, on parle de son enseignement qui est déjà un peu moins flou là, avec ce que tu nous dis, mais qui est peut-être quand même un peu plus complexe. Lorsqu'on fait de l'évaluation de l'oral, est-ce que c'est complexe à faire ou est-ce qu'il y a des pistes pour mieux le faire? En fait, l'oral, c'est volatile. Une fois qu'on le vit, ça n'existe plus à moins de l'avoir Oui. enregistré. Donc, c'est sûr que ça peut demander certaines ressources pour figer ce qui a été dit. Mais au-delà de ça, ce qui est difficile, c'est que si j'ai pas enseigné l'oral, ça va être difficile de l'évaluer parce que je ne saurais pas concrètement quoi observer. Mhm. C'est souvent ça qu'on voit. Et là, on part dans la subjectivité de j'ai l'impression que. Mais si j'ai enseigné trois ou quatre objets de l'oral, justifié, reformuler le regard et la posture, mais quand l'élève va parler, je vais me concentrer sur ça et je vais évaluer ce que j'ai enseigné. J'ai appris à l'élève à avoir telle posture dans telle situation, mais je vais être capable de l'évaluer parce que je l'ai enseigné. Mhm. Et l'élève, lui, va être rassuré parce qu'il sait quoi faire. Donc, l'évaluation, elle peut être plus simple si on évalue ce qu'on a enseigné, mais elle peut être extrêmement complexe si j'évalue un ensemble d'éléments sans savoir exactement quoi. Ça fait aussi en sorte que on a souvent tendance à évaluer l'exposé oral, Mhm. parce que l'exposé oral, là, tu as un élève à la fois qui parle. C'est beaucoup plus simple que quatre élèves ensemble qui font un C'est plus débat. simple, mais c'est plus long Donc, aussi, hein? oh oui, 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 c'est sûr. Parce que c'est souvent ça, les enseignants me disent, ben moi, je voudrais les faire parler en équipe, les élèves, mais c'est compliqué quand il y en a quatre qui parlent en même temps. D'où le fait d'utiliser certains outils pour enregistrer, mais aussi d'impliquer les élèves dans une auto-évaluation, une évaluation par les pairs, pas pour qu'ils donnent des notes aux autres, mais pour qu'ils puissent apporter une certaine rétroaction que nous aussi, on puisse bénéficier. Quand j'ai trois élèves qui ont observé que le regard n'était pas adéquat chez un autre, ben ça m'aide à confirmer comme enseignant aussi que j'ai bien fait cette observation-là. Donc, c'est possible d'évaluer quand plusieurs élèves parlent en même temps, mais il faut mettre en place certaines stratégies comme l'enregistrement, les amener à se co-évaluer entre eux, à être présents, mais à avoir pas non plus 50 objets évalués en même temps, mais à restreindre à 3 ou 4 objets maximum à la fois.
pour bien faire Puis est-ce qu'il y l'évaluation. en a des outils technologiques que toi tu suggères? Tu sais, on peut penser peut-être à Vocaro, à Voxer, tu sais, des outils qui sont utilisés. Est-ce qu'il y en a certains que toi tu suggères à tes étudiants à l'université? En fait, je te dirais qu'on va vraiment à ce que plus simple. Une simple tablette qui Avec permet d'enregistrer. À Audacity, l'époque, il y mettons. avait... Ouais. Oui, c'est ça, exactement, parce que plus l'objet est complexe, plus les gens ont peur. Donc, avoir une caméra, c'est pas rassurant. Mais je dirais quelque chose de très simple pour pouvoir y revenir aux besoins. Euh, c'est souvent ce qui est le plus De le efficace. réécouter. Puis on gagne finalement du temps quand même si on a 4 équipes de 4 ou 6 équipes de 4 qui travaillent ensemble, mais ça Hum, nous permet de gagner du temps parce que les exposés oraux, on sait, hein, quand on est enseignant de français, c'est long, longtemps. Des fois, c'est 3 périodes, oui. 4 périodes. Puis il y a des façons de le faire différemment aussi. Puis tu as parlé de l'exposé oral qui est traditionnel, là, comme par exemple, présente-nous ton animal préféré. Euh, Pourquoi, selon toi, c'est encore aussi utilisé, encore aussi dominant dans nos classes, malgré en fait les limites qu'on connaît de plus en plus maintenant? J'aurais une théorie. Je ne savais pas dire que c'est la vraie réponse, mais Carole Fischer de l'UQAC disait justement dans un de ses écrits que l'exposé oral, c'est une des rares traditions qui est tout le temps implantée au Québec, comme la fameuse dictée. La journée où on veut changer la dictée traditionnelle pour une autre forme de dictée, il y a des parents qui s'inquiètent parce Lever que les eux, ils ont boucliers. appris comme ça. Oui, exactement. Mais c'est la même chose avec l'exposé oral. Même si la plupart des parents détestent préparer l'exposé oral pour leur enfant, souvent plutôt qu'avec leur enfant, mais ça les rassure qu'il y ait un exposé oral. Puis Mmh. quand l'enseignant dit, cette année, il n'y aura pas d'exposé oral, parce qu'on n'est pas obligé hein, d'en faire chaque année. Donc, d'ailleurs, au primaire, la nouvelle mouture du programme ne met pas de l'avant dans les premiers cycles l'exposé oral. Donc, quand on n'en met pas de l'avant, quand on n'en fait pas faire, mais des fois, ça insécurise certains parents. Donc, il y a toujours cet aspect-là où on va en remettre. Mais il y a aussi le fait que comme la tradition est forte, comme c'est comme ça qu'on a appris, si j'ai pas eu de formation en didactique de l'oral, parce qu'à l'époque où j'ai suivi ma formation ou l'université que j'ai fréquentée m'en a pas offert, ben, j'ai tendance à reproduire ce que j'ai Ouais. appris. Et c'est souvent ce qui peut expliquer pourquoi c'est là. Et l'exposé oral, c'est pas négatif d'en faire. Le problème, c'est que si pendant tout mon primaire ou tout mon secondaire, je ne fais que ça, ben, ça m'amène pas à vivre différentes occasions de pouvoir mettre en pratique ma compétence. Euh, si je fais que des exposés oraux, ben, ça me limite. Mmh. Alors, on devrait en faire, oui, à l'occasion, mais ça ne devrait pas être que ça. De le faire parmi une panoplie d'autres façons de Exactement. s'exprimer. Ouais. Puis justement, tu sais, l'exposé oral, on peut considérer, en tout cas, on va utiliser le terme authentique. Là. Tantôt, on parlait encore d'échange authentique, d'interaction authentique, alors que l'exposé oral, ben, tu sais, c'est peu authentique parce que tu es tout seul à parler devant un groupe, alors que si tu ne deviens pas enseignant ou animateur de radio, tu n'es pas nécessairement porté à faire ce type de tâche. Selon toi et selon la recherche, qu'est-ce que c'est une activité orale authentique et signifiante pour les apprenants? Mais je dirais en fait qu'on part de leurs besoins. Surtout chez les adolescents, on a travaillé avec eux dernièrement. J'en parlais tout à l'heure. Eux, ils veulent apprendre à communiquer au jour le jour dans les situations qui les concernent. Et c'est ce qu'on a vu dans une des recherches. On sait que la pandémie a eu des effets sur les compétences sociales et compétences de communication chez les élèves. Ils ont beaucoup moins eu à communiquer avec d'autres personnes en vrai, ce qui fait en sorte que ils n'ont pas nécessairement toujours les mêmes compétences que les élèves avaient il y a 15 ou 20 ans. Donc, les élèves, ils nous disent, mais comment je peux gérer un conflit? Comment je peux dire à mon chum ou à ma blonde, à mon conjoint, à ma conjointe, que je suis plus, je veux le laisser sans lui faire de la peine? Comment, c'est vraiment le genre de questions qu'ils nous ont posées. Comment je peux dire à mon employeur que je suis malade, que je peux pas aller travailler parce qu'on est des élèves qui font Hein, des hein? stages? Donc, ça, c'est quelque chose qui est signifiant pour eux. Puis on oublie que l'école, dans ce qu'on nous demande, on veut socialiser, notamment, on veut instruire, éduquer. Ça fait partie de ça, être fonctionnel dans la société. Mais ça peut être aussi d'échanger sur des sujets qui intéressent les jeunes, qui va les amener à aller beaucoup plus loin par la suite. Donc, l'actualité, des sujets qui sont là, qui sont chauds pour eux. Donc, il y a moyen, justement, de faire ça. Puis, à partir de sujets qui les intéressent, je peux très bien faire un débat, une discussion, une balado, comme on Mhm. est en train de faire. C'est vraiment intéressant aussi de le faire entendre aux autres. En fait, il y a tellement de choses à faire en oral que ça pourrait devenir une matière ou une compétence qui rendrait encore plus ce cours de français intéressant pour les élèves parce qu'il n'y a pas de limite.
Puis aujourd'hui, on constate que nos élèves parlent de plus en plus à la Ouais, machine oui. et de moins en moins à l'humain. Donc, il y a moyen aussi de rendre nos cours intéressants en apprenant à dicter. Justement, avec nos téléphones, maintenant, on peut dicter un message. On peut s'envoyer des messages vocaux. On parle à Siri. Moi, je parle à ma voiture. Mais pour que ma voiture me comprenne, il faut que j'ai une façon de m'exprimer qui soit Mhm. claire. Donc, il y a moyen de faire en sorte d'intégrer ces technologies-là aussi à l'école pour que ça devienne fonctionnel et qu'on rende ça encore plus près de la réalité. Ouais, puis répondre à leurs besoins, mais aussi les outiller, en fait, pour les futurs besoins aussi Mhm. qu'ils rencontreront. Oui. Justement, tu sais, on a parlé tantôt de programme, tu disais qu'il y avait des petites modifications, tu en as glissé un mot, mais j'aimerais ça qu'on ouvre un peu davantage la porte. Dans les futurs programmes du PFEQ, hein, on sait qu'il y a beaucoup de choses en mouvement présentement. On parle d'accorder en fait plus de place à l'oral. Pour toi, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je pense que oui. En fait, moi, je suis très heureux de ça, tu l'auras Bien sûr. deviné, parce que l'oral, pour moi, je vois comme la porte d'entrée des apprentissages, que j'en ai parlé précédemment, mais l'oral, il est important parce que si je suis pas en mesure de communiquer clairement ma pensée, ça va être difficile de le faire aussi à l'écrit. Donc, plus on va accorder de place à l'oral, plus ça va avoir des bénéfices pour la lecture, pour l'écriture, mais aussi les autres disciplines. Mhm. Et aujourd'hui, quand on questionne les enseignants, on en fait très peu. Soit on fait parler les élèves, mais on le travaille pas ou on l'enseigne pas. Ou encore, on l'évalue, mais est-ce qu'on l'enseigne? Moi, ce que j'espère avec le nouveau programme, c'est qu'on prenne réellement le temps de s'asseoir et de faire parler les élèves, mais avant ça, c'est de leur montrer comment faire, Ouais. de leur enseigner l'oral. Parce qu'on n'aurait jamais on ferait jamais ça, de dire à l'élève, la semaine prochaine, tu vas m'écrire un compte de 300 mots, fais pas trop d'erreurs et sois intéressant. Oui. Ça n'aurait pas de sens. Mais actuellement, On le fait à c'est ça l'oral. qu'on peut voir. Donc, l'oral n'est pas moins important. Il est aussi important que la lecture, l'écriture, la grammaire. On devrait y accorder du temps. On devrait montrer comment on justifie, comment on se déplace devant un groupe, comment on attend un tour de parole. Puis enseigner des objets qui, des fois, sont inconnus. Je donne souvent l'exemple des régulateurs. On retrouve ce savoir-là maintenant dans le nouveau programme, mais il s'appelle pas régulateur. Mais en fait, on l'a simplifié, on appelle utiliser des gestes ou des sons qui permettent d'interagir. Parce que toi et moi, actuellement, pour ceux qui nous écoutent mais qui nous voient pas, depuis tout à l'heure, on fait des signes de la tête, on fait des on fait des sons, on sourit, on redit. C'est ce qu'on appelle des régulateurs. Puis souvent, nos élèves sont pas conscients de l'importance des régulateurs. Mais on sait que plus on en utilise, plus on a tendance à parler et que la conversation va être grande. Donc, prendre le temps d'expliquer aux élèves cet élément-là, parce que parfois les enseignants me disent, je parle aux élèves, j'ai l'impression qu'ils sont pas intéressés. Ah, Mais sont-ils conscients de l'importance des régulateurs? Parce que quand je parle à mon téléphone, j'ai pas besoin d'utiliser non. des régulateurs. J'ai pas besoin de faire oui, etc. Mais il faut leur enseigner quand j'interagis avec quelqu'un, j'ai besoin. Puis rappelez-vous, quand vous parlez au téléphone, peut-être vous le faites encore aujourd'hui, mais c'est de moins en moins C'est présent, vrai. et qu'on n'entend rien au bout de la ligne, ben on dit à l'autre, coudonc, Es-tu es-tu là? là? Parce qu'on a besoin d'un régulateur on a besoin qu'il fasse oui, parce qu'on le voit pas. Mais à l'oral, quand on interagit avec des gens, il faut utiliser ces régulateurs-là. Nous, on le fait sans qu'on en ait parlé aujourd'hui, parce qu'on est habitué d'échanger Ouais. entre nous comme ça. Donc, vous voyez, c'est un savoir qu'on peut travailler avec les élèves qui va leur être utile. Donc, le programme met de l'avant toutes sortes d'éléments comme cela qui vont faire en sorte que nos élèves vont être de meilleurs communicateurs maintenant, mais aussi pour la vie future. Donc, pour répondre à ta question, moi, je suis très content de voir qu'on a accordé une plus grande place à l'oral, qu'on amène des enseignants à varier les différentes façons de communiquer. Ouais. Je pense que ça va aider, du moins Puis je est-ce que tu l'espère. t'attends à une certaine appréhension du milieu avec ces Mais changements-là? je pense, au départ, je pensais que les gens allaient être réfractaires parce qu'on manque de temps pour tout. Ouais. Donc, je pensais que les gens allaient me dire, ah non, comment on va faire pour trouver une place pour l'oral? Mais c'est pas ça que j'entends. J'entends des éléments positifs. Les gens viennent me voir, ah, il y a plus de place pour l'oral, on est content. Ce qu'on me dit souvent, c'est, mais on aurait besoin d'accompagnement, on aurait besoin de Mhm. ressources. Donc, je vois que ça va nécessiter des De ressources. formation Je sais que continue au milieu, aux oui, enseignants, au CSS, d'avoir en fait de l'accompagnement au milieu parce que souvent, ben, tu sais, les CP dans les centres de services scolaires ont quelques heures pour former un nouveau programme, hein, donc il y a beaucoup de formation continue, je pense, à ajouter, mais c'est toujours une bonne chose, hein, parce que notre carrière, mhm, comme enseignant est dynamique, hein. Il faut justement s'adapter aux nouvelles choses puis, de les faire, différemment et souvent, mieux. Donc, beaucoup de bons outils puis
Est-ce que tu penses que les enseignants vont être justement, on en parlait tantôt, là, avant 2016, il y a manque de formation initiale, là, ça semble se corriger dans les universités. Est-ce que tu penses qu'on va justement mieux former ou les former suffisamment pour enseigner et évaluer l'oral dans le cadre du nouveau programme? J'espère que ça va envoyer un signal qu'il faut y accorder une place autant que la lecture, l'écriture, la grammaire dans la formation initiale, mais aussi dans la formation continue, que l'oral n'est pas moins important, et c'est le socle sur lequel on s'appuie, que les enfants s'appuient pour développer la lecture, l'écriture, toutes les autres disciplines. Donc, c'est important, j'espère. Mais juste donner un exemple, actuellement, j'ai une étudiante qui fait sa recherche doctorale et qui s'intéresse aux effets, notamment de la formation initiale sur l'enseignement de l'oral. Et actuellement, elle est en train de recruter et on a à peu près 20 personnes formées pour 80 non formées. Donc, on voit que Hi! il y a OK. encore, c'est difficile pour elle le recrutement de gens qui ont eu une formation en didactique de l'oral. Donc, on se rend compte que sur le terrain, c'est pas la majorité des gens qui sont formés. Donc oui, on a un nouveau programme, puis c'est vraiment bien d'avoir accordé une plus grande place à l'oral, mais il va falloir aussi donner les ressources, puis donner la formation pour que cet oral-là prenne toute la place. Je suis surprise de la donnée que tu viens de nous partager. C'est pas con. Pour l'instant, c'est ça, parce que j'ai posé la question avant qu'on se parle aujourd'hui. J'ai demandé comment va le recrutement, puis c'est ce qu'elle me disait. Elle dit, on a de la difficulté à trouver des gens qui ont été formés en oral. Wow. Ben, c'est surprenant. Tu sais, des fois, on a des bonnes nouvelles. Des fois, il y a d'autres nouvelles qui Ouais. nous chicotent un peu. Mais on espère que, justement, cette recherche-là pourra bonifier les pratiques et les formations. Mhm. On a hâte de voir les effets justement de la formation Oui, hein, initiale. moi aussi, tu nous partageras ça lorsque ce sera le temps. Donc, on a fait tantôt un petit peu de parallèle aussi avec la langue seconde. Tu sais, puis je crois que ben, à notre ère, là, en 2026, là, pour ceux qui nous écoutent, euh, on a de plus en plus de classes où les enfants sont, tu sais, plurilingues. Le français, c'est la deuxième, la troisième langue. Comment on peut justement donner plus de place aussi à l'oral? Est-ce que tu nous as dit tantôt qu'on le faisait peut-être plus spontanément? Hem, Comment on peut, justement là, faire en sorte que l'oral ait plus de place, dans les classes d'accueil ou encore chez les enfants allophones qui sont, intégrés dans les classes régulières ordinaires? Je dirais que les amener à parler de travailler notamment les actes de parole, les phrases clés dont je parlais précédemment, les amener justement à voir l'utilité de l'oral, les amener parce que apprendre une langue, c'est apprendre une culture, c'est apprendre comment fonctionne une société. Donc, faire en sorte de relier la langue à la culture, à la société dans laquelle on est et leur donner envie de parler, d'avoir des sujets qui les intéressent. Parce que apprendre une langue, ça prend une motivation. Donc, je dirais que c'est vraiment de donner une place à l'oral pour qu'on ait envie de parler, qu'on puisse fonctionner. Puis j'ai eu l'occasion de travailler avec des enseignants de langue seconde et des enseignants de langue première ensemble. On a beaucoup appris les uns des autres. Mmh. Et je voyais justement que en anglais, langue seconde, on fait parler les élèves constamment, Ouais, tous les jours, sur toutes sortes de sujets. Et on n'a pas tendance à le faire en langue première. Puis on voyait qu'il y avait une aisance à faire en anglais qu'on ne retrouvait pas en français, alors que l'anglais était la langue seconde des élèves. Donc je pense que c'est de créer des moments ou des routines où on va échanger, on va avoir le goût de prendre la parole et que l'oral ne soit plus synonyme de stress. C'est pas normal que nos élèves ne dorment pas avant de prendre ben la non. parole. On fait ça tous les jours parler, donc on devrait rendre ça agréable. Puis tu sais, de varier aussi peut-être son type de questions. Souvent, moi, je dis à mes stagiaires: «Arrêtez d'utiliser des questions fermées». Tu sais, «Aimes-tu la crème Mhm. glacée?» «Oui». Tu sais, je veux dire, l'enfant parle pas, mais si tu demandes à l'enfant, par exemple, «Quelle est ta saveur de crème glacée préférée? Dans quel contexte tu manges une crème glacée?» Ou tu sais, comme les enfants, ou les plus grands vont avoir tendance à parler plus, hein, tu sais? Fait que des fois, juste de Mhm. varier son plan de questionnement puis d'avoir, différents types de questions, ça peut faire en sorte aussi que les apprenants vont parler, davantage, hein. Puis Mhm. de lancer la balle aussi, c'est pas nécessairement à l'enseignant de parler, continuellement, mais aux apprenants aussi, hein, Ouais. de faire une place aux apprenants pour qu'ils puissent, s'ouvrir et parler. On a tendance à oublier que l'oral, il peut aussi servir à apprendre. Mmh mh. Puis j'ai des collègues à l'UQAM qui travaillent justement sur ce qu'on appelle l'oral réflexif, qui, eux, amènent les enseignants à donner du temps aux élèves qu'entre eux, ils s'expliquent ce qu'ils ont compris ou pas. Et ça devient très efficace parce que si les élèves ne sont pas capables de se dire ce qu'ils ont compris, mais ça donne un signal que nos explications n'étaient peut-être pas aussi claires. Donc, c'est un moment où, entre élèves, dans leurs mots à eux, ils peuvent s'expliquer. Donc, l'oral peut aussi être utilisé
pour apprendre, pour s'assurer d'avoir bien compris, qu'on appelle l'oral réflexif, qui est de plus en plus présent, puis c'est tant mieux, parce que cet oral-là, il aide tous les élèves. Mhm. Ouais, à faire toutes sortes de tâches aussi par la suite. Mhm. Super intéressant. Puis on parle souvent aussi des niveaux de variation. Et j'aimerais ça que tu me dises, en fait, est-ce que selon toi, on doit valoriser davantage les différentes variétés de français parlés par les élèves? On parle souvent en tout cas en langue seconde, du vernaculaire, donc du français comme plus populaire, entre guillemets, ou celui que les jeunes vont apprendre à l'extérieur de l'école ou entendre à l'extérieur. Puis tantôt, tu l'as nommé aussi, là, du fait qu'ils voulaient apprendre à communiquer à l'extérieur. Est-ce qu'on doit justement valoriser les différentes variétés de français ou si on devrait seulement enseigner à l'oral aussi une variété comme plus normée? En fait, oui, moi, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais français. Il y a simplement des mauvais moments d'utiliser certaines variétés de français. Je pense que ça, c'est important que les élèves le comprennent. Puis comme enseignant, je donne souvent l'exemple, en fait, l'analogie du caméléon linguistique. C'est un linguiste québécois qui avait mis ça de l'avant, en fait, que comme le caméléon, on peut changer de façon de communiquer comme le caméléon change de couleur où il est. Donc, on ne condamne pas une façon de parler, mais on va plutôt adapter notre façon de communiquer à la situation de communication, aux gens qui sont présents, aux contraintes qui sont là. Donc, en fait, il n'y a pas de mauvais français, il y a vraiment juste une adaptation. Puis une fois qu'on a compris ça, les élèves ont beaucoup plus envie de travailler l'oral, le français, parce qu'on n'est pas en train de dire que dans ton village, tu parles mal, parce que je l'ai déjà Ah oui, entendu ça. OK. Mais des élèves qui disaient, ben là, est-ce que vous êtes en train de dire que dans mon village, on parle mal? Mais non, absolument pas, c'est pas ça qu'on veut. Mais avec ta famille, avec tes amis, c'est tout à fait approprié de parler de telle façon. Mais à l'école, sur le marché du travail, il y aura d'autres occasions où tu devras utiliser un autre français. Donc, le but, c'est d'apprendre à changer de registre, changer de façon de s'exprimer où on est. Et ça devient intéressant aussi de pouvoir comparer des mots de la langue française selon le registre. Comment on dit tel mot dans telle situation, comment dans d'autres contextes on va l'utiliser. Et les élèves aiment ça, parce que souvent, ils apprennent des mots autant de registres plus familiers que de registres plus standards, parce qu'ils n'ont jamais été exposés à l'un ou à l'autre. Mhm. Donc, pour moi, je pense que c'est même important aussi de faire entendre différents registres, différents accents, différents français pour montrer qu'il n'y en a pas qu'un seul, pour pas que les élèves aient en tête que, parce qu'à une certaine époque où j'enseignais, ça fait quand même un certain temps, auprès des élèves du primaire ou du secondaire, parfois il y avait des idées reçues que le bon français, c'était le français de la France. Mais en fait, c'est un français parmi tant Ouais, d'autres. Donc, c'est important de rappeler qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais français, mais une grande ouais. variété. Très, très intéressant aussi. Puis là, je t'amène sur un autre sujet, en fait, Oui, parce que tantôt, tu nous as parlé qu'on parlait aux machines aussi, de plus en plus aux voitures, oui. à Claude ou à, bon, une intelligence générative. Donc, justement, tu sais, Mhm. est-ce que tu penses, parce que là, moi, je te parle de mon point de vue externe, je ne suis pas une spécialiste en didactique de l'oral, mais j'ai une impression que dans le futur, l'oral va être beaucoup plus valorisé parce que justement, on pourra déléguer à la machine certains textes ou certaines rédactions. Est-ce que je suis dans les patates, comme on pourrait dire, avec une expression de chez nous, ou si tu crois que ben, l'oral va conserver la même place dans l'avenir? J'ai l'impression que l'oral va prendre une plus grande place parce qu'on le voit déjà que il faut être capable de parler à la machine. Et actuellement, ça a des avantages. Les gens qui ont de la difficulté à lire, à écrire, ou qui ont un niveau de littératie bas, mais de pouvoir parler à la machine, ça leur donne accès à de l'information qu'ils n'avaient pas Mhm, auparavant. Donc, on voit que ça a des avantages. Mais pour l'école, je pense aussi qu'éventuellement, on va pouvoir simplement parler avec l'intelligence artificielle, on peut déjà commencer à le faire. Et ce qui est surprenant, ma collègue Kathleen Sénéchal à l'UQAM a eu une subvention de recherche. Je fais partie comme co-chercheur, justement, pour s'intéresser à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait enseigner aux élèves en français langue première en lien avec parler à la machine, justement? Et surprenamment, on a fait plusieurs recensions des écrits. On n'a rien trouvé pendant la ah première. non, C'est OK. comme si c'était un champ qui n'était pas encore exploité. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais dans toutes les recensions qu'on a fait, on ne trouve rien oral et français langue première. Donc, on voit que c'est tout un champ à explorer et à Des mettre de l'avant. précurseurs ou des explorateurs, en fait, Ouais. de Là, ce on sujet. explore, ouais, on va voir ce que ça va donner, mais surprenamment, en langue seconde, c'est beaucoup Mhm. plus mis de l'avant. C'est comme si on était peut-être plus conservateur en langue Ah, première, je ne sais pas. possible. C'est la recherche, va nous le dire. Mais je pense qu'effectivement,
on pourra plus ignorer ça. Puis je pense que les élèves ont envie aussi Ouais. d'apprendre quelles sont les astuces pour mieux communiquer Donc, on avec les pourrait machines. vraiment prévoir une tâche, par exemple, où on pourrait dire à l'apprenant, comment, générer ou donner une bonne requête à l'oral à Mhm, une intelligence artificielle générative pour que, mhm. la réponse soit, bien faite ou plus précise. Et il y a sûrement des élèves qui le font déjà Bon, et qui ont des bonnes stratégies. Il y en a probablement. d'autres qui le font et qui ont peut-être pas des bonnes Non! stratégies, mais le fait de mettre ça en commun, et je pense qu'il y aurait tout à gagner à Et travailler ça ça. En tout cas, devient je aussi trouve que ça serait un objet innovant. d'évaluation intéressant parce que, tu sais, c'est Mhm, dur maintenant d'évaluer si quelqu'un a produit le texte, mais produire la requête, ça on est capable de le voir, je pense. On doit vivre aussi un peu dans mhm, notre époque, hein. Donc tout à fait. c'est ce qui nous arrive aussi. Donc, écoute, quand tu regardes l'école aujourd'hui, y a des choses qui t'inquiètent par rapport au développement de l'oral? Des choses qui m'inquiètent. Ben, ce qui m'inquiète, c'est notamment les réponses à certaines questions que les élèves secondaires nous ont données dernièrement, quand ils perçoivent pas la pertinence de l'oral. Mmh. Moi, ça m'inquiète parce que c'est tellement important de pouvoir bien communiquer. C'est quand même une carte qu'on donne, une carte de visite aussi. J'essaie de l'expliquer, mais comment on communique, ça peut nous ouvrir des portes. Ça Ou peut nous aussi enfermer. être capable de changer de registre. Oui, Mmh. nous enfermer, être habile à changer de registre de langue, à s'adapter aux gens et de s'améliorer constamment. C'est important pour pouvoir survivre dans le monde dans lequel on est. Mais quand j'entends des adolescents qui nous disent, ben, je vois pas la pertinence de l'oral, je vois pas la pertinence de prendre la parole, de travailler l'oral en classe. C'est pas tous les élèves, mais quand j'entends ces élèves-là, je me dis, comme professionnel, comme enseignant, je pense qu'on a un travail important à faire. En fait, je pense qu'il faudrait dédramatiser l'oral. Parce qu'actuellement, beaucoup d'élèves considèrent que être compétent à l'oral, c'est d'avoir bien appris un texte par cœur. Et c'est pas ça, être Donc c'est compétent à réciter. l'oral. Donc réciter pour eux, Oui, c'est important. ça. Et, et de leur faire comprendre que l'oral, surtout quand il est spontané, c'est un brouillon à construction. C'est normal que je me trompe, que je recommence, que je redise autrement, Ouais. que je fasse comme je viens de faire le je. Mmh. Je répète, c'est ce qu'on appelle des phénomènes de disfluence qui sont présents à l'oral. Mais les élèves, souvent, pensent qu'ils vont être pénalisés parce qu'on fait ça. Mais non, quand on parle à l'oral spontanément, on construit au fur et à mesure son propos et toutes les traces de construction qu'on présente. Donc, on peut pas être pénalisé pour ça. Mais je pense qu'on doit les rassurer et leur expliquer que c'est normal. Mmh. L'oral, c'est un brouillon à construction. Et contrairement à l'écrit où on remet un produit fini, à l'oral, mais ça se fait au fur et à mesure. Puis on devrait aussi valoriser l'autocorrection. Et ça, je ne le vois pas assez souvent. Quelqu'un qui se corrige en direct quand il parle, quelqu'un qui a un haut niveau de compétence En à tout cas, l'oral on dit parce ça en qu'il a langue seconde. En entendu. langue seconde, on dit Ouais, ça qu'un apprenant qui est en mesure de ouais, s'autocorriger pendant qu'il parle, il a justement un niveau de réflexion, très fort sur la langue qu'il est en train d'utiliser parce qu'il se rend compte en ouais, chemin, en fait. Donc c'est un signe, en fait, c'est un signe positif puis de maîtrise, plutôt oui, que le contraire, là. C'est pas une mauvaise chose de se corriger et surtout de tout à fait. s'autocorriger. Puis chaque erreur, en fait, est un tremplin vers une amélioration, Mhm. aussi. Je pense qu'il faut le voir, comme ça. Puis à l'inverse, pour terminer, Christian Dumais, qu'est-ce qui te rend optimiste pour les prochaines années, par rapport à l'enseignement ou à l'apprentissage de l'oral? L'intérêt des personnes enseignantes pour l'oral, je le vois, je l'entends, on m'en parle régulièrement. Les gens voient l'intérêt et la pertinence d'avoir une bonne compétence et comme allemand pour les élèves et ils veulent apprendre, ils veulent en entendre parler et le fait que le programme accorde plus de place à l'oral maintenant, ça me rend très optimiste et j'espère que si on se reparle dans 5 heures, dans 10 ans, mais que les choses aient changé, que l'oral prenne la place qui lui revient à l'école puis dans la société. Ça me rend optimiste de voir tous ces gens-là intéressés par ça. Ben, on espère que tu seras exaucé et on te remercie encore d'avoir participé, avec ou sans accent aujourd'hui, puis on espère aussi que cette première expérience ne sera pas la dernière et que tu pourras t'exprimer à l'oral sur d'autres tribunes de type balado. Donc merci beaucoup Christian Dumais d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.